Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux concepts importants en éducation. Le premier est l'inclusion et le deuxième, l'intégration. Pour vous les présenter, je vais tout simplement vous donner des définitions pour chacun d'eux de certains auteurs, ainsi qu'un bref historique, des modèles et, bien sûr, quelques exemples qui se font dans la pratique. Je vais également vous présenter un tableau qui résume très bien ces deux concepts et qui établit clairement les différences entre les deux. Pour conclure, je vous poserai quelques questions qui, je l'espère, vous aideront à réfléchir sur le sujet. La dernière section également vous proposera des lectures et les références que j'aurai utilisées pour vous faire cette présentation. Alors, pour commencer, bien entendu, deux questions à se poser. Quelle est la différence entre l'inclusion et l'intégration? Et bien sûr, est-ce qu'il y en a vraiment une différence? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines diapositives. Ces deux concepts aujourd'hui distincts ne l'étaient pas au départ. Donc, on pensait que c'était relativement la même chose. D'ailleurs, on s'en servait beaucoup comme synonyme. Aujourd'hui encore, certaines personnes qui sont peut-être mal informées ont tendance à confondre ces deux concepts et à les utiliser comme synonymes dans un même texte, dans un même travail. Alors, nous allons travailler à les différencier. Alors, commençons par l'inclusion. D'abord, un bref historique. Donc, l'inclusion a vu jour en 1948 avec l'Assemblée générale des Nations unies qui avait adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle-ci, elle affirmait dans le fond que toute personne avait le droit à l'éducation. Plusieurs autres documents ont par la suite, au cours des années, ajouté des précisions quant à l'inclusion. Et c'est en 2006 qu'a été créée la Convention sur les droits des personnes handicapées, dans laquelle on reconnaissait le concept de l'éducation inclusive. C'est par contre seulement que dans les années 90 que l'on va voir vraiment s'établir l'inclusion dans les écoles. Maintenant, regardons ensemble quelques définitions de l'inclusion données par certains auteurs. Alors, comme premier auteur, je vais vous présenter Petit, dans le fond, avec sa définition en 2001, qui dit que l'inclusion ne désigne en fait qu'une variante de l'intégration. Donc, c'est très similaire, mais avec quelques petites différences. Ensuite, il y a Babi aussi qui a donné une définition en 2005. Celui-ci, il précisait que non seulement l'inclusion, oui, et c'était une variante de l'intégration, mais aussi c'était surtout le fait que l'école devait s'adapter à l'élève et non le contraire. Donc, pour lui, l'inclusion, c'est tout simplement de répondre aux besoins des élèves, donc de tous les élèves, donc surtout les élèves en difficulté, en leur proposant des outils, du matériel et bien sûr en adaptant les exigences. Donc, on veut vraiment que tout s'adapte, toute l'école, tout ce qui a rapport avec l'école s'adapte aux besoins de l'élève et non que l'élève se conforme à la rigidité des programmes et des exigences de l'école. Doudin, quant à lui, en 2007, a souligné dans le fond que l'inclusion devait aussi se faire, dans le fond, en envoyant les élèves et en éprouvant des difficultés dans leur école de quartier. Et bien sûr, le faire dès le début de leur scolarité. Donc, c'est-à-dire que même si un enfant éprouve des difficultés, au lieu de l'envoyer dans une classe spécialisée ou même dans une école spécialisée, on va l'inclure dans les classes ordinaires avec les autres élèves et cela dans l'école de son quartier.
Ce qui m'amène à vous résumer, en quelque sorte, un peu l'inclusion en me basant un peu sur les différents auteurs. Alors, la définition que j'en retiens est tout simplement que l'inclusion est en fait une façon de faire qui permet à l'élève en difficulté d'être en classe ordinaire et d'être inclus sur tous les plans, c'est-à-dire sur les plans physiques, sociaux, pédagogiques et administratifs, et bien sûr que cela se fasse dans l'école de son quartier. Il existe deux modèles populaires de l'inclusion. Donc, le premier modèle est la Déclaration de Salamanque en 1994, qui a été conçue par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation des sciences d'Espagne. Lors de sa conception, 92 gouvernements et 2 organisations internationales étaient présentes. Ce modèle a été également conçu en se basant sur la loi universelle de l'éducation et consiste en un cadre d'action à suivre pour favoriser la scolarisation de tous à l'école ordinaire. Bref, ce modèle, c'est-à-dire ce cadre d'action, explique les politiques, les pratiques et les principes qui régissent l'inclusion et qui nous donnent les lignes directrices à suivre pour favoriser l'inclusion des élèves ayant des besoins spécifiques lorsqu'ils sont inclus en classe régulière, ordinaire. Le deuxième modèle, quant à lui, créé par Booth et Cove, est en fait un guide sur l'éducation inclusive qui a été fait en 2005. Et ce guide, dans le fond, permet aux écoles de se questionner sur la vision qu'ils ont de l'inclusion et de quelle façon ils comptent s'y prendre pour l'introduire au sein de l'école et bien sûr dans toutes les sphères de l'école. Par ailleurs, ce guide spécifie que tous les membres gravitant autour de l'école, donc les parents, les élèves, les enseignants, les spécialistes qui travaillent dans les écoles, la direction, etc., doivent se questionner sur l'inclusion et comment ils la conçoivent. Donc, bref, encore une fois, ce modèle, dans le fond, donne les lignes directrices à suivre pour favoriser l'inclusion l'instauration, en fait, de l'inclusion dans l'école. Maintenant que nous avons donné quelques définitions et parlé des différents modèles d'inclusion, il serait important aussi de savoir comment faire l'inclusion dans l'école et bien sûr dans la classe. Tout d'abord, dans l'école, il serait important d'abolir les classes spéciales. Donc, c'est-à-dire s'assurer que les élèves qui éprouvent des difficultés puissent être dans les classes ordinaires au lieu d'être isolés. Par la suite, l'inclusion signifie aussi, dans le fond, d'accepter tous les élèves, et cela peu importe leurs caractéristiques et leurs difficultés. Donc, peu importe, comme on dit, les caractéristiques et les difficultés, tous se retrouvent dans les mêmes classes et doivent être acceptés. Ensuite, bien entendu, il faut aussi offrir les services à tous les élèves. Car comme le disait Babi, il est important que l'école s'adapte à l'élève et non le contraire. Donc, pour ce faire, l'école doit offrir ses services à tous les élèves et cela en tout temps. Pour ce qui est de la classe, une façon de bien faire l'inclusion serait aussi de travailler les mêmes thèmes. Car parfois,
nous allons voir que certains élèves qui éprouvent des difficultés n'auront pas les mêmes sujets, les mêmes cahiers, les mêmes activités à faire que les autres élèves. Oui, parfois il faut adapter, mais il faut aussi s'assurer qu'ils se sentent inclus. Et pour être inclus, de travailler les mêmes thèmes, mais parfois en changeant un peu les exigences, peut être une façon très utile et très efficace de s'assurer que l'élève ne se sente pas rejeté. Par la suite, ici, au niveau de l'inclusion, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les forces de tous et chacun, un peu comme lorsqu'on est adulte au travail, il y a des fois des groupes de travail qui se forment avec un thème à faire et nous devons produire un rapport écrit et en faire une présentation. Donc, c'est un peu le même principe à l'école. Des fois, il y a des recherches, des trucs comme ça à faire. Et c'est d'utiliser les forces de chacun. Alors, si quelqu'un est bon en rédaction, on va lui confier la rédaction du travail. Si un autre est bon au niveau de la grammaire et donc de la correction, on va lui demander de faire la correction. Et celui ou celle qui a une aisance à parler devant un public, devant un groupe classe, pourra en faire la présentation, un peu comme je dis, que cela se fait lorsqu'on est adulte avec une équipe de travail. Ce qui m'amène à vous présenter ce qu'est l'intégration. Alors, pour l'intégration, donc tout d'abord un bref historique. L'intégration est née à peu près en même temps que l'inclusion, avec la Déclaration des droits de l'homme en 1948, car à l'époque, on ne faisait pas vraiment la distinction entre les deux concepts. Par la suite, en 1970, donc une vingtaine d'années plus tôt que l'inclusion, l'intégration s'est faite dans les écoles car elle était moins exigeante, dans le fond, que l'inclusion en soi. Passons maintenant à ce qu'est l'intégration en soi. Donc, quelle est la nature? Donc, donner quelques définitions. Tout d'abord, Viennot, en 2003, dit que c'est le processus qui fait en sorte que certains élèves en difficulté peuvent faire quelques activités dans les classes ordinaires. Donc, on va sortir les élèves qui ont des difficultés légères, on va les sortir des classes spécialisées et on va les envoyer dans les classes régulières, les classes ordinaires, pour faire certaines activités, comme par exemple pourrait venir faire un cours d'anglais ou pourrait venir participer à une sortie ou différents trucs comme ça. Ensuite, plusieurs autres auteurs disent que l'intégration est en fait que l'élève qui est en difficulté doit s'adapter à la classe régulière et à l'enseignement ordinaire. Donc, on veut vraiment que ce soit l'élève qui s'adapte et non, comme avec l'inclusion, que ce soit l'école ou la classe qui s'adapte à l'élève, aux besoins. Donc, il doit avoir les mêmes exigences que les autres, soit d'évoluer au même rythme. Alors, tout comme l'inclusion, l'intégration a aussi un modèle. Son modèle, celui qui est connu, c'est le modèle de système en cascade qui a été fait par le rapport COPEX en 1976 et inspiré de Deno et Reynolds. Le modèle en cascade est en fait une façon de classifier les élèves selon leurs difficultés. Donc, comme nous le voyons sur cette diapositive, le modèle en cascade passe du niveau 1 où l'élève est scolarisé en classe ordinaire jusqu'à ce que l'élève change de niveau et passe par la classe spéciale et même jusqu'au centre d'accueil ou centre hospitalier. Donc, selon le modèle en cascade, on classe vraiment les élèves selon leurs difficultés. Donc, on les catégorise, on fait de la ségrégation d'élèves. Et puis, ce n'est pas nécessairement positif selon certains auteurs.
Ce qui m'amène à vous parler des différents niveaux euh, d'intégration. Donc, il existe 4 niveaux. Le premier est l'intégration physique, c'est-à-dire que les élèves euh, vont être, ayant des difficultés, vont être intégrés dans l'école en ayant des classes spéciales dans les écoles ordinaires, ou parfois même on pourrait faire une intégration physique dans les classes ordinaires. Donc, l'élève va avoir son bureau, mais va être placé dans un coin, donc va être un peu en retrait des autres élèves. Au niveau de la intégration sociale, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que les élèves puissent socialiser. Donc, euh, on va les intégrer aux autres élèves en leur faisant partager les récréations ou l'heure de dîner, donc manger à la cafétéria tous ensemble, ou bien parfois même aller faire certaines activités avec les élèves des classes ordinaires. Donc, on va les inclure pour aller faire des sorties ou faire une chorale ou différentes activités comme ça. Sur le plan pédagogique, l'intégration signifie dans le fond que euh, euh, les élèves en difficulté vont faire des activités pédagogiques d'ordre pédagogique avec les élèves ordinaires. Donc, ils vont faire les mêmes activités, ils vont apprendre les mêmes notions, les mêmes choses que les élèves ordinaires. Le dernier niveau d'intégration, qui est administratif, en fait, consiste tout simplement à abolir la barrière qui existe entre la scolarisation dite spéciale et la scolarisation dite ordinaire. Maintenant, pour ce qui est de faire de l'intégration dans l'école ou bien dans la classe, un peu comme tantôt on l'a fait avec l'inclusion. Dans le fond, l'intégration, elle va être présente par la présence de classes spéciales. Donc, dans l'école, il va y avoir des classes spéciales pour les élèves ayant des besoins spécifiques. Ensuite, on va faire de l'intégration en permettant aux élèves des classes spéciales d'aller faire certaines activités avec les classes régulières. Donc, on va les inclure dans certaines activités, comme par exemple, justement, les sorties, un cours d'anglais ou aller faire tout simplement une chorale ou quelque chose comme ça. Donc, on les intègre dans les classes ordinaires, mais seulement pour certaines activités. Ensuite, on va offrir aussi des services particuliers aux élèves en difficulté. Donc, il va y avoir des services de TES, des services d'orthopédagogie. Donc, il va y avoir différents services offerts aux élèves éprouvant des besoins particuliers. Euh, donc, on va les offrir seulement à ces élèves-là. Pour ce qui est de la classe, donc l'intégration dans la classe va se faire par une présence physique des élèves en difficulté. Donc, comme je disais tantôt, l'élève va avoir un coin bien à lui où il va avoir ses propres travaux, ses propres activités à faire, mais qui seront bien entendu plutôt différentes de ceux des autres élèves. Par ailleurs, en classe, on peut aussi faire l'intégration en accueillant, pardon, les élèves qui ont des difficultés pour certaines activités. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tantôt au niveau de l'école. Donc, on va les inclure pour les sorties, pour le cours d'anglais, etc. Également, on peut, au niveau de la classe, lorsqu'un élève a des difficultés, bien, on va avoir tendance à le sortir pour lui offrir des services. Donc, on va l'envoyer justement voir la TES, voir l'orthopédagogue, voir l'orthophoniste, bref, différents spécialistes, étant donné qu'il éprouve des difficultés. Donc, c'est un peu ce qui conclut au niveau de l'intégration.
Maintenant, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter le tableau de Dionne et Rousseau qui a été fait en 2006, qui explique très bien la différence entre inclusion et intégration. Donc, c'est un peu avec ça que je vais terminer ma présentation. Donc, au tout début, au niveau de l'intégration, ça a commencé dans les années 70, tandis que l'inclusion, elle a commencé plus dans les années 90. Ensuite, l'intégration, c'était vraiment limité aux élèves qui avaient de légers handicaps, donc des difficultés mineures, donc rien de majeur. Mais fait que c'était vraiment ces élèves-là qui étaient ciblés. Tandis qu'avec l'inclusion, c'est tous les élèves qui sont ciblés parce qu'on veut abolir en fait toute forme de rejet, euh, d'où la politique de la philosophie rejet zéro. Donc, c'est-à-dire que tous les élèves sont acceptés, peu importe leurs difficultés, leurs problèmes, etc. Au niveau de l'intégration, dans le fond, elle permet l'existence de services ségrégés, donc le fameux système en cascade. Donc, de classer les élèves selon différentes catégories et bien sûr aussi de donner des services individualisés selon les besoins. Au niveau de l'inclusion, si on fait un parallèle, euh, il y a juste un seul placement. Donc, il n'y a pas 8 niveaux comme avec le système en cascade là, du rapport COPEX. Il y en a un seul niveau. C'est la classe ordinaire. On veut que tous les élèves y soient. Donc, on va s'assurer donc de donner les ressources à leur disposition. C'est ce qui est expliqué ici un peu plus bas. Donc, on donne vraiment les ressources à tous les élèves. Puis c'est vraiment offert à tous les élèves, même s'ils n'éprouvent pas nécessairement des difficultés, et cela dans la classe ordinaire. Donc, tandis qu'avec l'intégration, ben, les services étaient seulement offerts à ceux qui avaient des difficultés majeures marquées. C'est un peu ce qui résume le tout. C'est ça. Donc, au niveau aussi de l'intégration, par contre, l'intégration va permettre à l'élève d'être dans la classe ordinaire, mais seulement plus au niveau physique, tandis qu'avec l'inclusion, on va aussi l'inclure euh, avec physiquement, socialement et pédagogiquement. Donc, c'est ce qui me mène à vous poser mes questions de la fin. Donc, voici mes petites questions. D'après vous, qu'est-ce qui serait le mieux, l'inclusion ou l'intégration? Et dans les écoles présentement, que voyons-nous davantage? Je vous laisse y réfléchir. Bon questionnement. Merci.